Et dans le texte, j'essaie d'analyser, de donner une définition où je dis le peuple, en fait, c'est ce qui résiste au pouvoir de statuer. C'est-à-dire le peuple, c'est ce qui empêche en fait l'intellectuel de se croire tout puissant. Eh bien oui, tu penses ça, sauf qu'il y a une grève de masse, il y a un mouvement social massif, et tu peux penser ce que tu veux, c'est un fait social. Et ce fait social, il te dépasse. Et tu as beau faire tel tweet ou tel petit texte sur la bandaison d'éclairs, c'est un fait social puissant, c'est un fait social qui est potentiellement révolutionnaire, et ce fait social, voilà, il est une résistance totale à ton pouvoir de statuer sur le réel. Voilà. Ce qui les gêne beaucoup, évidemment, puisque ce sont les grands maîtres de l'heure. Alors justement, à propos du peuple, moi j'ai pris je donne un petit exemple personnel, une grande leçon de sagesse populaire quand j'ai lu sur un rond-point à Périgueux cette phrase qui pour moi définit totalement le mouvement des Gilets jaunes. On ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc. Je pense que tout est là. Oui, oui. On ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc. Pour moi, c'était... Voilà. Oui, mais c'est polémique. C'est-à-dire voilà. Que là, c'est polémique, c'est vulgaire, c'est scato, c'est tout ça. Quoi. C'est intéressant. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si Michel Foucault l'aurait validé au Collège de France. Ouais, j'ai des doutes. C'est un discours, pourtant. C'est pourtant un discours. Mais celui-là, il n'en veut pas, puisqu'il te dit les yeux tords, etc., tordus, il n'aime pas. Il n'aime pas, c'est des moignons, borgnes, etc. C'est pas beau. Voilà, esthétiquement, c'est moche ton truc. Ouais. Donc, bon. On n'en veut pas. Enfin, moi, je suis resté là-dessus. Oui, non, moi j'aime bien aussi. On va aborder un dernier thème pour le livre Asphyxie qui va nous permettre de faire le lien avec Oraison funèbre. Page 129, tu cites Platon dans un dialogue très connu qui s'appelle le Philèbe, et qui va nous permettre, justement, cette citation de Platon va nous permettre de faire le lien entre la disparition de la pensée critique, dont vous a parlé Harold longuement, et celle de la classe de philosophie qui est en train de disparaître. Alors je vais vous lire cette citation, page 129, ce sera la dernière, ne vous inquiétez pas. Très très belle. Platon, dans le Philèbe, nous montre à quel point les sophistes et camelots font l'unité trop vite ou trop lentement. Je répète, font l'unité trop vite ou trop lentement, on va comprendre. Ils passent, comme la majorité des faiseurs d'opinion que l'on doit souffrir quotidiennement, de l'exemple à la généralité en sautant par-dessus les intermédiaires. C'est pourtant dans cette zone mixte que se joue le sérieux de la pensée. Dans un univers mental qui ne parvient plus à penser les médiations, nous passons immédiatement du détail à la généralisation. L'énervement d'un homme en gilet jaune devient le populisme, la colère d'un autre, la haine de la démocratie. Nous ne savons plus maîtriser nos généralisations. De la micro-analyse à la pensée mondialisée, de la subtilité d'un dessin satirique au slogan grossier sur la liberté d'expression, les intermédiaires deviennent progressivement illisibles. Le politique s'efface à mesure que s'affaiblit notre capacité à nous situer entre les idiomes particuliers et les slogans globaux. Les supports d'information stroboscopiques, particulièrement adaptés aux causeries de surface, détruisent les liens logiques. La cohérence intellectuelle consiste pourtant à restaurer les liens invisibles, les rationalités cachées derrière les illusions de surface. Ce travail artisanal suppose une grande attention, une constance du regard, aujourd'hui attaquée par la non-pensée minute. Un extrait très très fort pour moi, selon moi. Alors, cette citation, elle permet donc d'établir le lien entre les deux livres. Pourquoi ? Parce que, où d'autre que dans la classe de philosophie, commencent à s'apprendre les rudiments de la pensée critique. Je crois qu'il y a quelques professeurs de philosophie ici, ils ont bien, voilà, ça leur parle, je pense que ce passage sur l'art de bien généraliser, qui est aussi l'art de conceptualiser. Donc, où d'autre que dans la classe de philosophie commencent à s'apprendre les rudiments de la pensée critique, qui n'est pas la même chose que le discours politique. Hein. Le professeur de philosophie ne fait pas de sa chaire une tribune, et je le dis parce qu'un de nos collègues actuellement à Mail est poursuivi d'un point de vue disciplinaire parce qu'il est accusé de faire ça. Tu l'as dit, critique, ça provient de krineim en grec, qui signifie discerner, trier, comme Platon aussi l'invite dans le Philèbe, puisque généraliser c'est définir, et définir c'est aussi trier et discerner. Et c'est exactement ce qu'on apprend en classe de philosophie. Alors deux questions en une, pour faire le lien avec le deuxième thème de cette soirée. Pourrais-tu nous rappeler ce que représente la classe de philosophie dans la mise en place de l'école républicaine en France, en insistant, si tu le veux bien, sur sa portée à la fois pédagogique et symbolique. Et puis, je te lance pour que tu enchaînes, évidemment, pourquoi cet enseignement est-il menacé aujourd'hui? Ce qui semble, là-dessus je vais faire le faux naïf, si tu veux bien,
Ce qui semble paradoxal compte tenu de l'arrivée d'un président philosophe qui a tenu justement à la philosophie à lui conserver toute sa place au bac. Et même, dit son ici dominici, notre ami Jean-Michel Blanquer, même à la renforcer à tel point qu'il c'est devenu une épreuve, non plus une simple épreuve de philo, mais une épreuve universelle. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant l'épreuve de philo. Voilà. J'arrête mon ironie peu socratique. Mais polémique, donc c'est bon. Alors, il y a plusieurs choses, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. D'abord, je vais, juste avant de commencer, de finir sur Oraison funèbre de la classe de philosophie, c'est la question, au fond, de Platon, donc dans le Philèbe. Braduteron kai takton, c'est-à-dire faire l'un trop vite ou trop lentement. C'est absolument pour lui décisif. Trop vite, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi, c'est le vers de l'islam, c'est le vers des écolos, bon, c'est tout à fait complètement débile, mais ça fait de l'audience. Bon, ça, c'est trop vite. C'est même n'importe comment. Trop lentement, c'est qu'on ne va jamais sur les fins. C'est-à-dire qu'on n'interroge jamais les fins et on se perd dans des petits détails. On se perd dans des petits détails et on se perd en chemin. Donc il y a un rythme à trouver pour la pensée, qui est celui du discernement, justement, hein, tu en parlais. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est le côté artisanal. Je reviens à l'étymologie, j'ai regardé tout à l'heure cette étymologie, crescera, et en fait c'est une étymologie agricole, c'est-à-dire faire le tri, véritablement faire le tri, prendre soin, colérer, Hannah Arendt le dit d'ailleurs dans la crise de la culture, colérer, elle revient à cette étymologie, à cultiver, prendre soin d'eux, ce tour de main artisanal, j'en parle d'ailleurs dans le livre, sur le temps qu'il faut aussi, puisque c'est un livre sur la disparition de la série littéraire, mais on ne peut pas faire le même travail en 8 heures qu'en 4 heures, parce qu'on a besoin de ce tour de main, ce temps qui est long, de discernement, d'approche, de reprise, de nuance. Un malheur à qui est une nuance, cette citation de Nietzsche, qui est dans le fond, qui est un grand lecteur, il le dit, lire c'est cueillir, c'est être attentif, c'est discerner finement en fait, parce que justement, le politique se joue dans ces finesses de discernement. Troisième chose, mais ce temps-là, on ne l'a plus. On ne l'a plus pour deux raisons. D'abord, on ne l'a plus parce que le temps s'accélère, il y a une sorte d'accélération du temps, mais cette accélération du temps, elle est voulue, elle est stratégique. Évidemment, la pensée minute, les fast thinkers, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, on envoie très vite, tout et n'importe quoi. La dernière récemment, je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce que c'est tellement bon que Michel Onfray, pour ne pas le citer, le Covid-19, c'est pas très grave, le Covid-19, il y en a eu 18 avant. C'est génial quand même. Le monsieur est présenté comme philosophe et juste après il vous dit de toute façon aujourd'hui tous les avis se vaut, c'est la post-vérité. Bon, on est dans un niveau de bouillasse évidemment absolument fantastique. Que cet homme soit encore présenté comme philosophe, on dit surtout long sur l'époque. C'est-à-dire plus que sur lui d'ailleurs qui fait ce qu'il peut, quoi. Mais sur l'époque, ça c'est terrible. Alors par rapport à la philosophie, alors j'aurais beaucoup de choses à dire sur la République en particulier. Il y a eu un grand combat avec la naissance de la Troisième République, avec Renouvier et Auguste Comte, en gros. J'ai retrouvé d'ailleurs la date de 1863 où la philosophie ça a été repris comme classe de philosophie et pas comme logique, cours de logique. 1863. Et 1870, donc la chute de l'Empire, et 2 ans après, donc ce combat entre Comte et Renouvier. Et c'est très intéressant parce que il peut y avoir en effet chez Renouvier une sorte de mysticisme chrétien, mais derrière il y a cet appel de la liberté. Alors qu'on voit que chez Comte, il y a beaucoup plus une idée au fond de morale, il faut de la morale. Et on a peut-être 2 conceptions de la République, et on voit que ces 2 conceptions s'affrontent. Une conception de la République qui va essayer d'utiliser la philosophie comme morale, c'est-à-dire on va leur faire la morale, voilà, et on va redresser, on va moraliser, exactement, on va moraliser, et on va remettre des valeurs, c'est très important les valeurs, on ne sait pas d'où elles sortent, mais c'est pas grave, donc les valeurs, la morale, ça c'est une des lignes républicaines, ce serait plus la ligne de Comte, on va dire, et celle de Renouvier, moi, m'intéresse, parce que lorsqu'il écrit, par exemple, un critique philosophique, politique, scientifique et littéraire, et derrière ça, il parle de la doctrine républicaine, au fond. Il s'oppose par exemple, Renouvier, à l'intervention du clergé dans les jurys de l'enseignement supérieur, en 1875. Le clergé, aujourd'hui, c'est pas le clergé. Aujourd'hui, c'est le fric. C'est le privé. Le clergé, il est là. Donc, un républicain, au sens de Renouvier, c'est quelqu'un qui dit non, il n'y aura pas de chef d'entreprise. J'ai rien contre les chefs d'entreprise, c'est pas l'objet, encore une fois. Là aussi, il faut bien mettre des étés un peu partout parce qu'on nous accuse de tout et n'importe quoi. Les chefs d'entreprise ont évidemment leur fonction économique, mais ils n'ont rien à faire dans des jurys de CAPES, d'agrégation, etc. Non, en fait, former un professeur, c'est pas quelqu'un qui sera docile administrativement. Non, c'est quelqu'un qui va enseigner la pensée critique. Sauf que la pensée critique est bien dans le BO.
Sauf que ça aussi, c'est le façadisme. On nous dit, mais oui, enseignez la pensée critique. Sauf que si vous le faites, vous êtes soupçonné. Et il ne s'agit même pas d'ailleurs de faire, tu dis, la chaire. Mais moi, je connais aucun professeur de philosophie qui utilise la classe de philosophie pour faire de la politique au sens où ils l'entendent. Par contre, si je fais du discernement, c'est-à-dire si j'exerce mon jugement, eh bien, je suis suspect. C'est beaucoup plus profond que ça. Je suis suspect non pas simplement parce que j'aurai telle accointance politique avec tel parti, bon, je serai de tel ou tel bord. C'est pas ça, pas du tout. C'est simplement si je fais mon travail de discernement, mais en réalité, je déboulonne ce qui se présente comme un discours de façade républicain. Donc c'est notre travail en fait qui est accusé. C'est pas simplement un problème idéologique et politique. C'est que l'exercice de la raison aujourd'hui est subversif. Il ne faut pas aller chercher bien loin, c'est-à-dire que j'utilise ma raison, j'essaie de rendre raison dans l'espace public de ce qui se passe, et je deviens, de fait, un dissident. Mais je n'ai pas besoin d'ouvrir un PayPal pour faire comme Soral et me vendre dissident. C'est pas ça, c'est de la bêtise, avec des gros concepts aux dents creuses. Non, je fais juste mon travail de réflexion sérieux dans l'institution, et je deviens une menace pour l'institution, à l'intérieur de l'institution. Voilà. Est-ce que je peux justement te demander... C'est une philosophie de la misère. Je vous passerai le micro si vous voulez juste après. On a presque terminé notre échange avec Harold. Je voudrais quand même, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, que tu précises la spécificité de l'enseignement de la philosophie en France par rapport à d'autres pays où on enseigne plus une forme de culture générale, une histoire des idées, pour que tout le monde se rende bien compte de l'acquis républicain. Et dans ta réponse, si tu pouvais intégrer justement la façon dont la philosophie est mise en cause à travers les différentes réformes successives que tu détailles très bien dans ton livre. Alors très rapidement, je lis ici un texte de 1963 de Gusdorf. La fonction enseignante, je lis. C'est pourquoi la classe socratique de philosophie demeure en France à juste titre le couronnement de l'enseignement secondaire. Il y a des programmes, bien sûr, et un examen, mais peut-être moins tyrannique qu'ailleurs. Donc plus libre, au fond. Et c'est pour ça qu'on maintient évidemment la dissertation de philosophie, qui aujourd'hui est très menacée, puisque reléguée en fin d'année, après Parcoursup, etc. Elle est universelle parce qu'elle devient folklorique. Il y a des programmes, bien sûr, et un examen, mais peut-être moins tyrannique. La liberté du maître peut ici s'exercer, et chacun conduit, selon son style propre, l'enquête sur la condition humaine qui sert de thème à cette année scolaire. L'enquête sur la condition humaine, c'est-à-dire que, pour Renouvier d'ailleurs comme pour Comte, on ne peut pas être républicain si on n'a pas aussi une visée finale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est pour ça que je reviens à Foucault. Si ensemble, c'est le souci de soi, sans qu'il y ait un nous, c'est-à-dire l'élaboration d'une visée finale pour l'humanité, au sens le plus large possible, il ne peut pas y avoir de république. Je ferme cette parenthèse. Il est juste de souligner que c'est là une originalité de notre enseignement. La plupart des autres pays ne jugent pas nécessaire cette période de réflexion. Nous sommes en 1963. En France même, bon nombre de technocrates de la pédagogie sont du même avis et pensent que le temps perdu à la recherche de la vérité pourrait être consacré beaucoup plus utilement à un bourrage de crâne. L'expression bourrage de crâne apparaît pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Mathématiques intensifs, donc les fameuses aujourd'hui maths experts par exemple, utile prélude à un abrutissement ultérieur par les voies et moyens des sciences et des techniques. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ceux qui font des sciences sont des abrutis. Par contre, il est certain, et j'y suis passé, maths sup, maths spé, moi j'ai vu des gens rentrer à Polytechnique et que je peux considérer en effet comme des abrutis. Et je le dis très calmement et posément. Voilà. Et il conclut, la propagande contre la classe de philosophie, c'est pour ça que j'ai pris ce texte, honneur de notre système par ailleurs si déficient, représente l'une des formes contemporaines de l'obscurantisme triomphant. Donc, totalement prophétique ce texte. Exactement. Donc ce que tu dis de la classe de philosophie aujourd'hui, ça a toujours été un combat. C'est pour ça que j'ai mis la citation de Jean Kelevitch des États généraux de la philosophie. Oui. Voilà. On la lira peut-être si on a le temps, où il dit la philosophie est un combat, ce n'est pas... Bon, tu la liras mieux que moi. Donc ça, c'est la première réponse. Et pourquoi? Mais la philosophie est menacée. Mais il suffit de nous écouter ce soir pour comprendre pourquoi elle est menacée, en fait. Elle est menacée, à mon avis, pour 3 raisons. La première raison, c'est la spécialisation. On veut des agents spécialisés. On ne veut pas des humanistes, on ne veut pas des critiques, on ne veut pas de tout ça, parce qu'on se dit, au fond, tous ces gens, ils vont à un moment donné se démobiliser. C'est tellement abrutissant ce qui est proposé qu'ils vont pas y croire. C'est-à-dire que si on les forme trop à la pensée critique, ils vont démissionner, au sens de Sloterdijk. C'est la mobilisation intégrale, donc eux, ils vont se démobiliser. Voilà. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils savent très bien que dans l'institution, parce que l'institution les a formés, il y a encore des collègues, il y en a ici, des professeurs, qui ont les moyens de juger, quoi.
de trancher. Non, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est une formation débile, ça n'a aucun sens, etc. Les kits républicains, j'en parle beaucoup. Hein, il va y avoir la rentrée, ça va être une rentrée très émouvante, évidemment, avec ce collègue atrocement mutilé. Bon, mais moi je vois venir, et c'est déjà le cas, hein, le grand délire, les kits symboliques, république, laïcité, etc. Mais non, il faut réfléchir, les amis. Il faut réfléchir et il faut se poser 2 minutes. Et ça, c'est un temps long. On tape sur les professeurs d'un côté et on devient tout d'un coup les pompiers de la République. C'est tout à fait incroyable, en fait. On détruit la classe de philosophie et on va nous dire il faut beaucoup de philosophie. Bon, voilà. Bon, évidemment, Et puis, troisièmement, dernière chose, hein, c'est un plan social. Enfin voilà, l'élimination, nous on a perdu dans le lycée dans lequel j'enseigne 16 heures de cours, bon c'est une sorte tranquillement de démolition. Et dernière chose, c'est le triomphe de Sciences Po, hein, sur les universitaires français. En 2003, lorsqu'il y a eu la réforme, c'est des universitaires qui étaient encore à la manœuvre. Aujourd'hui c'est fini, c'est des communicants, c'est Pierre Mathiot, c'est extrêmement médiocre intellectuellement. Par contre c'est très offensif du point de vue institutionnel. Alors pour terminer justement, je voudrais lire une citation et vous donner la parole ensuite. Date d'il y a 40 ans, au moment des États généraux de la philosophie, Jacques Derrida lançait cet avertissement. Plus le champ de la formation philosophique sera réduit dans ce pays, moins il y aura hors de l'école de compétences critiques. Je ne crains pas le mot de compétence, et dans le procès que certains voudraient lui faire, il faut savoir que la compétence peut être une arme de résistance. Par exemple, contre toutes les violations des droits de l'homme, les abus policiers et les injustices. On est en 79. Moins il y aura d'informations et de formations critiques, plus il sera facile de faire passer, voire d'inculquer, ce n'importe quoi qui n'est jamais n'importe quoi. Ce n'importe quoi qui n'est jamais n'importe quoi. Concluons là-dessus, et puis peut-être prenons des questions. Oui, je termine là-dessus, et c'est aussi une discussion que j'ai avec certains collègues ici, qui sont ici et d'autres. On m'accuse souvent, mais ça c'est le polémiste. Tiens, mais au fond, pourquoi vous intéressez à Enthoven, Onfray, tout ça? C'est sans intérêt. C'est curieux, en fait. C'est-à-dire que, finalement, je ne sais pas de quel côté est le mépris. Moi, je ne méprise pas du tout. Je lis. On ne lit plus aujourd'hui. Qui lit et qui discute Enthoven? Il devrait être content, Raphaël Enthoven, d'avoir un petit peu des gens qui le lisent. C'est ce que disait Raymond Aron à Sartre. Hein, Sartre s'énervait contre Raymond Aron, et Raymond Aron lui disait, mais écoutez, cher ami, je suis le seul à avoir lu la critique de la raison dialectique entièrement. Alors, aujourd'hui, c'est plus facile, parce qu'on lit plus facilement Onfray que la critique de la raison dialectique. Mais juste un point. Et on nous dit, finalement, c'est du n'importe quoi. Mais non, c'est pas du n'importe quoi. C'est là où il faut se réveiller. C'est pas du n'importe quoi. C'est l'idéologie du temps, en fait. C'est l'idéologie du temps. Donc, ce sont des idéologues. Et c'est pas n'importe quoi. Alors, évidemment, hein, on peut être un peu nietzschéen et se dire, oui, mais ton destin n'est pas d'être chasse-mouche sur la place publique. Ben moi, c'est le parti que j'ai pris. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, maintenant, il faut y aller. Et il faut leur dire, en fait, voilà, on vous lit, on sait où vous êtes mauvais, vous êtes corrompu, vous êtes dans l'institution. Je veux juste un dernier mot sur France Culture. Lorsqu'il y a eu la grève en 2009, et je commence avec ça, des collègues dans la salle ont été grévistes, on a été barbousés du point de vue institutionnel, d'accord ? France Culture ne nous a absolument pas suivis. Il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que ce qui est perdu d'un côté est gagné de l'autre. Ce qui est perdu dans l'institution est gagné pour les podcasts, en fait, des petits commerçants de la chose culturelle. Voilà. Et là, je m'adresse à Adèle Vendrette et à tous ces gens. Voilà. Parce que ce sont eux, en fait. Ce sont eux, aujourd'hui, qui tiennent les éditions de PUF. Ce sont eux qui tiennent, en fait, des leviers. Donc, soit ils continuent, évidemment, comme ça, mais ils auront en face d'eux, de toute façon, des forces, et elles naissent, ces forces, et elles sont là, en France, qui s'opposent politiquement. Alors, on peut nous dire qu'on est polémiste ou vulgaire. On est là et on ne compte pas quitter la cité. Merci. Vous parliez de lire. Jaurès, quand il écrivait un texte, signait le liseur. Liseur. Le liseur. Intéressant. Question, attendez, je vais vous... Liseur, je ne savais pas. Vous allez pouvoir parler sans micro. Liseur avec le... Alors d'abord, merci. J'ai lu votre livre sur Macron. Bon, je vous dis sincèrement, ça m'a fait réfléchir. Donc, merci déjà pour ça. Oui, prenez-le. Merci aussi pour tout ce que vous avez dit ce soir. Parce que, effectivement, enfin, moi il me semble
que depuis 40 ans, depuis les années 80, petit à petit, on rend la pensée atone, on l'écrase, et je pense qu'on l'écrase, me semble-t-il, pour plusieurs raisons qui vont contre ce que vous voulez faire, qui vont contre l'esprit critique au sens philosophique du terme. Parce que je crois avoir cet esprit philosophique, c'est d'abord courageux, volontaire, et c'est, je dirais, très noble, très beau. Et ça, je pense que la pensée occidentale n'en veut pas en ce moment, n'en veut plus, ou ne se rend pas compte de son héritage depuis des siècles. Et depuis les années 80, on a, il me semble, une forme de dictature du mercantilisme, du politiquement correct. On a avec cela le problème de l'introduction du numérique et de la confusion dans laquelle nous nous trouvons, je pense que c'est toutes les générations qui sont dans cette situation, entre l'information dans laquelle on est matraqué sans arrêt, les opinions par les réseaux sociaux, et où se trouve la place du savoir. Le savoir est coincé, me semble-t-il, entre ce matraquage informatif, sachant que l'information, même sur France Culture, effectivement, on peut l'interroger. Hein. Quand on écoute bien, on voit bien que bon, c'est pas toujours très exigeant au sens critique du terme. Et on a les réseaux sociaux avec tout ce qui passe au niveau des opinions. Et l'opinion, me semble-t-il, va très vite se superposer à ce qui me paraît, moi, fondamental, c'est la question du savoir. Le savoir, ça s'interroge. C'est cette matière-là qui est intéressante. Or, c'est tout cet environnement extrêmement nébuleux, je crois, qui est extrêmement dévastateur.